Bonjour, bienvenue. Hi everyone, welcome. Bienvenue à cette table ronde de l'édition 2026 du Festival international de Castelier. So welcome to this roundtable for the 2026 Castelier International Festival. Je m'appelle Antonia Lenné-Granger, directrice du Théâtre du Renard et artiste en théâtre d'objets. C'est moi qui va animer et faciliter cette conversation. So my name is Antonia Lenné-Granger. I'm director of Théâtre du Renard and I specialize in object theater here in Québec. And I'll be moderating this discussion. Et donc, la discussion va se passer dans les deux langues. Donc, je vais poser les questions en français et en anglais. Les artistes sont libres de répondre dans la langue qui leur convient. Puis après, je vais traduire en résumant les propos dans l'autre langue. Comme ça, tout le monde va pouvoir suivre la discussion. So I'll be asking questions in both languages, French and English, and then the artists can answer in whichever language they prefer. And then I'll translate and summarize in the other language so that we can all follow. All right? OK. Super. Et la dernière chose que je voulais mentionner avant de nous présenter nos invités, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une gentille panne d'électricité sur la rue Bernard il y a de 12h30 à 14h30. Et donc, ça a causé des légers soucis techniques à l'équipe qui est en montage au Théâtre Outremont pour le prochain spectacle. Ce qui fait qu'en fait, ils devaient être en pause pendant la table ronde pour nous laisser un environnement sonore plus calme, mais ce ne sera pas possible. Donc, ils font du focus en ce moment. Et on va peut-être entendre le génie là, monter, descendre, un petit peu d'échelle qui va se promener. Sachez-le, c'est normal. On s'en excuse, mais c'est la réalité. Au moins, l'électricité est revenue à temps pour avoir cette discussion. Donc, voilà. So just to let you know that we had power shortage for 2 hours, just from 12:30 to 2:30. So the team that's putting together the next show in Théâtre Outremont, they're a bit late in their schedule, so they will have to continue doing the focus and lighting work. So you might hear some noises over there. We're sorry, but they cannot take breaks now to let us have this space because they're a bit in a rush. So there you go. Alors... je suis très contente et honorée de faciliter cette discussion aujourd'hui autour du théâtre d'objets. Donc, le titre qui a été proposé, c'est « Scénographier, manipuler, raconter, l'objet au cœur de la création ». Donc, avec Myriam Larose, on voulait constituer un panel d'artistes diversifiés d'un peu partout dans le monde et qui jouent des rôles et qui ont des relations un peu diverses avec l'objet sur scène pour avoir justement plusieurs perspectives sur la question. Et donc, je vous les présente. This roundtable was aimed at having a diverse panel of people that come from everywhere around different continents and have different relationships to objects on stage. So I'll just present them, but very briefly, because we want to get talking and not just me. C'est ça. Donc, avec nous, nous avons donc Mambi Mawin, artiste marionnettiste, metteuse en scène et fondatrice du lieu de création et diffusion Jaramar au Sénégal. So Mambi Mawin is an artist, puppeteer, director and founder of the creative and performance space Jaramar in Sénégal. On a ensuite Charlot Lemoine, interprète, metteur en scène et directeur du Vélo Théâtre en France. Merci. Charlot Lemoine is director of Vélo Théâtre and was one of the pioneers of object theater in France with Théâtre de Cuisine, Théâtre Manaf, Gare Centrale, many important companies in Europe. Nous avons ensuite Agnès Limbos, qui est une interprète metteuse en scène avec la compagnie Gare Centrale de Belgique. So Agnès Limbos, a performer, director and director of compagnie Gare Centrale in Belgium. Ensuite, Miguel Ángel Gutiérrez, qui est artiste, marionnettiste, directeur de Luna Morena, atelier expérimental de marionnettes, et du Festín de los Muñecos, Festival international de marionnettes à Guadalajara, au Mexique. So he's artist, puppeteer, and director of Luna Morena Experimental Puppet Workshop and El Festín de los Muñecos International Puppet Festival in Guadalajara, Mexico. Julie Vallée-Léger, scénographe pour des dizaines de compagnies au Québec et notamment beaucoup de créations en théâtre d'objets avec le Théâtre de la Père-Espèce. Donc, Julie Vallée-Léger is a set designer for a dozen of many companies in Quebec, including very famous object theater shows, many shows with the Théâtre de la Père-Espèce. Et finalement, Lisa Perron, hein? Oui. Okay.
Lisa Perron, interprète et cofondatrice de la Locas Compagnie, compagnie franco-espagnole dont le langage artistique principal est le théâtre d'objets, inspiré beaucoup du travail du théâtre de cuisine. So Lisa Perron is a performer or co-founder of La Locas Company, French-Spanish company working in object theater inspired by théâtre de cuisine in France. OK. Donc, ouais, ça c'est fait. Alors, pour débuter la conversation, j'avais envie de partager. Moi, je rencontre pas beaucoup d'artistes pour lesquels leur premier médium artistique, ça a été le théâtre d'objets, je vous avouerai. Souvent, on arrive du théâtre, de la marionnette, des arts visuels, de l'écriture, et finalement, on se retrouve à travailler avec les objets. Et donc, ma première question, c'était, quel a été peut-être votre premier contact avec l'objet ou qu'est-ce que l'objet vous permet de différent de vos médiums artistiques d'origine ou des autres types de pratiques artistiques que vous avez? And so my first question is, for me, no one really starts their artistic career doing object theater. It's something you kind of arrive at by detours, sometimes from theater, from visual arts, dance, writing, scenography. And so I was asking them what's the first contact they have with object and what does object theater for them, what does the object bring that's specific or different to the stage, to their work, that maybe is different from their other artistic ventures, which are many. Donc voilà, peut-être qu'on peut, on peut y aller à la volée ou sinon j'impose quelqu'un avec le clicker. Vous êtes prêts? Oh. 3, 4. OK. Ah, Agnès, c'est toi. Si t'es pas inspirée, j'ai aussi un reculon. Ben, c'est pas une question facile à répondre parce que le théâtre, pour moi, l'objet a toujours fait partie de ma vie sans savoir que c'était ça. Et c'est d'autres gens qui m'ont dit « Tiens, il semblerait que tu fasses du théâtre d'objets. » Donc après, je suis rentrée dans cette catégorie de théâtre d'objets, voilà. Mais ma première expérience vraiment avec l'objet, c'est quand j'étais enfant. On était beaucoup d'enfants à la maison et ma mère achetait des barils de poudre de lessive. La lessive qui s'appelait Bonux. Et dans le Bonux, il y avait les cadeaux Bonux. Et je garde le souvenir d'aller plonger ma main dans la poudre à lessiver pour aller chercher le cadeau, non ? Et c'était des tout petits cadeaux comme ça, des petites tables, des petites chaises, des petits pianos. Et voilà, ça c'était mon premier contact. Et donc, je jouais avec ça. Et j'avais l'impression d'être Dieu et d'avoir le contrôle sur le monde. Okay, beautiful. And so she's saying that she doesn't know how it started with objects because she has always just worked with objects, and someone told her from outside that she was doing object theater, but she doesn't know she was just doing it. And it's also telling the story of this washing powder for washing clothes that had little gifts in it. So you had to dig in the powder and you would find a tiny object, tiny table, tiny piano as a gift. So she would collect them and then do little shows and be God in control of that world. So maybe that's where it's coming from, very deep in the childhood. Mais ce qui est très important, c'est la sensation de la main aussi, hein, de la main qui plonge dans le truc. Et on garde cette sensation quand on parce que nous, on ne manipule pas vraiment les objets, on les déplace plutôt. Voilà. Donc voilà, ça reste là. So the feeling of the hand and the powder is really important because we're not just manipulating, shaking stuff around, but just very subtle movements. But the hand is important. Yeah. OK. Quelqu'un d'autre qui se lance? Oh, Mambi, c'est toi. Est-ce que t'es game? C'est bien ton bras, je pense. Bonjour. Moi, quand on m'a proposé de participer à cette table ronde, j'ai tout de suite dit mais moi, je ne fais pas du théâtre d'objet. Hein. Et en fait, pour moi, l'objet, c'est ce que j'ai sous la main. C'est comme chez nous, on n'a pas toute la technique là, ici, de fabriquer des choses. Quand il y a des créations, on peut tout commander, on peut tout faire. Chez nous, on n'a pas cette possibilité-là. Du coup, on prend ce qu'on a sous la main et on fait avec. Et
pour moi, c'est voilà, l'objet que j'ai sous la main, je l'utilise et il devient personnage ou voilà. Donc comme c'est par manque de moyens qu'on est amené à utiliser les objets qu'on trouve sous la main. Et ouais. And so, Mambi is saying, ouais, ça va être toi après Charlot, je pense. Je le sens. Fait que si tu veux prendre le micro pendant que je parle en anglais, c'est parfait. And so she's saying that for her, it also just started using stuff because in Senegal, they don't always have access to makers to make whatever you want, and you can order something, design it, and someone will make it. It's not possible. And so you use what you find and what you have easily on hand. So it's less, it's more, it's because you have a poverty of means of material that you use objects because that's what you find. So it starts with a different kind of process. Yeah. Hey, j'avais plus. C'est bien, toi. Moi, ça a commencé avec une histoire d'amour. Je savais que ça allait vous faire sourire, mais c'est vrai en plus. Non, vraiment une relation particulière. J'ai reçu pour mes 20 ans un joli vélo que ma chérie m'a offert. Et à ce moment-là, je commençais à bricoler des trucs. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis, ça a pris la forme d'un spectacle. Et pour transporter ce spectacle, j'ai utilisé ce vélo qui avait la particularité d'avoir un porte-bagages à l'avant. Et ce qui était génial, et Tania a eu une intuition formidable, c'est que je pouvais aller vers les gens avec cet outil, le mettre sur ses béquilles à un coin de rue. C'était dans les années 79. Donc, il n'y avait pas toute cette exploitation du spectacle de rue. C'était encore quelque chose de assez confidentiel. Mais ce qui était formidable, c'est que je pouvais utiliser l'espace commun de la rencontre avec beaucoup de souplesse et de mobilité. Et ça a été déclencheur de tout, en fait, ce vélo. Aussi basique que ça puisse sembler, c'est ce qui m'a permis d'aller à la rencontre du public. Alors qu'il n'y avait pas de décision particulière, je venais des arts plastiques, c'était pour moi une façon de mettre en mouvement les choses que je concevais à l'époque. Voilà. Nice. And so it's a love story. When he was about 20 years old, he got a bike from his girlfriend, and then that ended up being the setting of a show that he was able to put the stuff in the front and the back of the bike and just ride to places and just meet people there. So he liked the idea that before street theater was very much a thing in France, he could just stop on a street corner, put the bike up, and do a show and tell a story and meet people. So it was the easiness of just meeting people that drew him to object theater. Nice. Merci. Alors, qui nous reste? Julie! Moi, j'ai commencé à faire du théâtre d'objet en 2007. Fait que c'est peut-être 5 ans après ma sortie de l'école. Puis j'avoue que ça m'a fait un bien fou de pouvoir participer à la dramaturgie plus intensément que dans la scénographie traditionnelle. Puis parce que j'aime beaucoup le théâtre contemporain, tout ça, mais je trouvais qu'à Montréal, c'était très texto-centré, que l'image était un peu mise de côté, ou en tout cas, des fois même simplifiée à l'extrême ou très conceptuelle au niveau de la scénographie. Mais là, de rencontrer le théâtre de la pire espèce a comme ouvert ma façon de travailler, mais aussi de pouvoir participer activement à l'écriture scénique d'un spectacle. Puis c'est comme si là, tout d'un coup, j'avais le droit d'amener mon imaginaire à un niveau vraiment plus impliqué.
Puis ça a été vraiment salvateur. Puis vraiment, je reviens. je fais encore des fois du théâtre traditionnel, mais avec cette idée-là de l'écriture scénique, toujours que le théâtre d'objet m'a apporté. Nice. And so Julie started in 2007 with Théâtre de la Pire Espèce, a few years out of school in set design, and she really enjoyed the fact that she could, before she thought theater is a bit text-centered, and there's not as much space for the image, for the visual universe. And then with with Object Theater, she was Théâtre de la Pire Espèce. She was able to really participate in the writing of the show, in the dramaturgy, and put her own imagination to more actively be more invested in the writing of the story visually. And she's saying even she's bringing that back to now doing also traditional set design, but she always now brings that mindset of really writing with the image and participating as a set designer to the dramaturgy. Yeah. Miguel. Je suis désolé, mon français, c'est pas bon pour une discussion comme ça. je vais changer à l'anglais. Sorry. Ou espagnol, if you... Well, I think my first conscious encounter with the object theater or object world it's also when I was a child, I think around 8 or 10 years old. I discovered the two natures of object theater when I was a child. The first, that is the plastic world. I was a kind of collector of little treasures. And I remember very well, I have like two kingdoms of objects, like nature one and the artificial, no? So I collect stones, shells, little insects, because in my country there's a lot of insects, dry that I found. And also the artificial pieces of things that I found on the streets or whatever. And I was thinking why, and I think it's because there is a profile, sometimes madness, that I think we all in this room have. It's called pareidolia, which is this capacity of find some patterns in the nature or in the things that you relation with something. And I think, I remember when I was a child, and I see some objects, and I found some shapes and some forms, and I took it, I kidnapped it, and I keep it. And then I play with that or create just kind of ephemeral sculptures or a game or something. Et donc, il raconte que quand il était enfant, lui aussi, ça a commencé par ça. Il collectionnait beaucoup de choses, puis il y avait un peu deux types de collections. Une collection d'objets de la nature, des roches, des plantes, tout ça, des insectes, beaucoup d'insectes au Mexique qu'on peut trouver. Et une collection aussi plus artificielle d'objets en plastique, et qui a toujours eu un peu ces deux natures-là, ces deux envies de collectionner-là. Et qui dit que potentiellement, on souffre tous les marionettistes d'une maladie qui s'appelle, peux-tu le redire? Pareidolia, I don't know how to translate. Pareidolie, je pense, ouais. Oui, qui est en fait la capacité de notre cerveau à trouver des patterns, des motifs dans la nature, donc de voir dans le monde des motifs, des patterns, excusez, j'ai plus de mots en français pour ça, mais qui nous font penser à quelque chose d'autre, donc d'être toujours en train d'associer les choses. Dit ça vient de loin, puis peut-être que nous avons tous cette maladie. Yes, merci Miguel. On va passer à notre dernière, Elisa. Il n'y a plus de suspense. Qu'est-ce qu'elle va dire? Bon, moi, ça fait c'est assez récent que je fasse du théâtre d'objets. En fait, le théâtre d'objets est vraiment venu à moi avec la création du spectacle Viva qu'on joue au festival, avec Daniel qui est là.
Et ouais, et en fait, le tas d'objets est vraiment arrivé à un moment donné dans ma vie où, donc moi j'étais comédienne, plus de textes, et je commençais à en avoir marre. J'avais vraiment, je sais pas, je ressentais le besoin de me décentrer. J'en avais marre d'être le seul outil, mon propre outil pour raconter des histoires. Et donc à ce moment-là, il y a eu la rencontre avec Daniel, la rencontre avec le théâtre de cuisine, avec Cathy Deville, qui moi m'a fait découvrir donc ce qu'est le théâtre d'objets. Et donc on peut dire que ça a été une nécessité en fait à la base, parce que c'est très vite on s'est dit qu'on pouvait raconter cette histoire seulement en théâtre d'objets. Donc ça s'est vraiment imposé à nous, à moi. Et après, maintenant, c'est vrai que ça m'a ouvert tellement de possibilités que je me vois pas forcément faire autre chose. Enfin, j'ai vraiment maintenant ça m'a réveillé une curiosité, une envie, alors que j'avais envie vraiment d'arrêter le théâtre. Et donc il y a une envie qui est revenue, et ce qui me plaît beaucoup dans le théâtre d'objets, je trouve que la photo elle illustre assez bien, même si en fait c'est une photo de tout début de recherche de la création. On n'a pas du tout gardé ça, il y a rien du tout de ce qui est là, mais je trouve que on voit ce qui me plaît dans le théâtre d'objets, c'est qu'on voit vraiment l'artifice. C'est une maison en plastique, on ne le cache pas, mais en même temps il y a cette lumière. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est la maison en plastique? Est-ce que c'est la lumière qui en sort, qui amène du coup une ambiance particulière? Il y a la personne derrière qui peut être la présente dans cette maison, qui peut être la narratrice. Je trouve on peut raconter des histoires très complexes avec des moyens très simples et très désuets, en fait. Et voilà, ça me plaît vraiment beaucoup. Ça ouvre beaucoup de possibilités, je trouve. Voilà. Merci. And so for Lisa, she was an actress and almost ready to stop doing theater, actually, because she was tired of maybe being her only tool, of her body, her voice being the only tool she could use to tell stories. And then she met Daniel and she met Cathy Deville from Théâtre de Cuisine. So she discovered object theater, and that really opened up a new possibility for her to tell stories in a new way. The show Viva that maybe you saw yesterday or you can see tonight is a good example. And she's talking about this picture where we can see that it's very simple means, very low tech. The actress is still there. Is it the character in the house? Is it the narrator? So you can tell very complex stories with very simple, very poor, very low-tech means. So that's what she enjoys. So she thinks now maybe it's opened up a new world for her, and she thinks it was her first object theater experience, but now she really wants to do more because it feels like there's so many more possibilities to tell stories. Merci à tout le monde. Thanks. Et donc maintenant qu'on est réchauffé, vous aussi. Les prochaines questions sont plus ouvertes à tout le monde, donc vous êtes libre de prendre le micro doucement à vos collègues pour répondre si vous... faut le dire, hein, vous êtes clown. Sait-on jamais, vous êtes clown quand même. Donc voilà. Et donc vous pouvez choisir de prendre le micro si vous le sentez. Certaines questions vont être un peu plus ciblées sur certaines personnes, comme il y a beaucoup de gens, on voulait un peu aller creuser dans certaines pratiques. So next questions are for everyone, but if you feel like you're called, even if the question is for someone else, just go for it. Et donc, pour moi, le théâtre d'objets, il y a quand même quelque chose de très près de la poésie. Pour moi, la poésie, mettons, littéraire, écrite, c'est beaucoup de mettre des mots ensemble qui vont pas nécessairement toujours ensemble normalement, puis ça crée, on espère en tout cas, ça évoque des imaginaires, ça change un peu notre lecture du monde, mais c'est par collage un peu que ça se crée dans la poésie. Puis pour moi, le théâtre d'objets, on est un peu là-dedans, mais sur scène, donc de coller des objets, des images qu'on ne sait pas s'ils vont ensemble ou que d'habitude ne sont pas mis ensemble dans ce contexte-là, puis que ça nous amène en fait à penser les choses autrement. Puis qu'en même temps, il y a aussi ça nous permet de l'humour, de l'ironie, un décalage, donc un rapport différent peut-être avec l'humain et la distance que ça amène. Puis après ça, il y a des idées qui émergent, puis on ne sait plus trop si les idées viennent des objets quand on crée ou de nous. C'est un peu dans la rencontre, peut-être que ça se passe. And so I'm saying that the object for me is object theater is closer to poetry for me than to maybe writing or even theater sometimes, because you're putting objects together, juxtaposing them a bit like you would words in a poem that don't normally go together, but then
they create something new, they make a new image in the audience's head. So for me, it's kind of the same thing with object. You're just putting stuff on stage together and seeing what emerges. And sometimes it's in the relationship with the human that's moving these objects as well, that you have a new language being born. Et donc, je voulais savoir, vous, comment se déroule le travail avec les objets? Comment vous avez démarré dans différents projets? Est-ce que vous partez d'une histoire, d'une thématique que vous voulez explorer, et là, vous cherchez quel objet, quelle matière pourrait le raconter? Est-ce que des fois, vous partez plutôt des objets, de la matière pour creuser parce qu'ils vous fascinent, ils vous intéressent, puis voir qu'est-ce qui émerge? Est-ce que ça varie d'un projet à l'autre? And so I'm asking, how does the work begin or unfold with objects for all these creators? Are they starting from a story or a theme that they want to explore and then finding objects that could fit? Are they starting with materials that they're intrigued by or objects that they're fascinated with and just seeing what stories are in this object? How it unfolds normally for you. Donc, tu veux, hein? Merci, Miguel. Gracias, Miguel. Mais je pense qu'il n'y a pas de règle, en fait. Hein. Il n'y a pas de règle. On n'a pas tous le même cerveau. On ne voit pas tous les mêmes choses. Donc, voilà. Moi, je sais que dans mon cas, par exemple, c'est l'objet qui m'appelle. Enfin, qui m'appelle. Ouh, Agnès. Non, en fait, j'ai un atelier chez moi. Je glane beaucoup d'objets, donc j'ai un atelier avec beaucoup d'objets. Et quand il y a un objet qui est vraiment, je sais pas, particulier, il va sur une étagère particulière. Et pendant des mois, je peux passer devant. Et à un moment donné, ça devient obsessionnel. Je me dis, il serait temps de faire quelque chose avec ça, quoi. Voilà. Mais tant que c'est pas obsessionnel, je ne me mets pas au travail. Et donc, je donne juste un exemple d'un spectacle qui s'appelle Ressac, où j'avais trouvé au marché aux puces, parce que c'est là qu'on trouve beaucoup d'objets qui sont chargés, qui ont déjà des histoires. Hein. Et donc, j'avais trouvé les caravelles de Christophe Colomb, la Santa Maria, la Santa Machin, etc. Et donc, j'ai mis sur cette étagère ces caravelles, et j'ai passé pendant des mois devant, quoi. Et puis à un moment donné, je dis, il faut quand même faire quelque chose avec ça. Je ne les ai pas enlevés, donc c'était là, quoi. Et puis un jour, j'ai trouvé un petit bateau avec une petite voile cassée. Et j'ai mis ce petit bateau à côté de la caravelle, et ça m'a fait un truc. Je me suis dit, je crois qu'il y a quelque chose là, quoi. Et donc on s'est mis au travail. J'avais un collègue avec qui on a travaillé. On a appelé quelqu'un pour faire un regard extérieur, et on a commencé à improviser. Et puis tout d'un coup, le thème est arrivé, en fait, hein, de l'exploitation avec les caravelles, tous ceux qui ont été volés là par là, hein, qui ont été en Amérique du Sud, tout ça. Et on est tombé finalement sur les subprimes aux États-Unis, où les gens avaient tout perdu. Donc voilà comment le sujet est arrivé. Mais je n'ai jamais pensé, tiens, je vais faire un spectacle sur les subprimes. Hein. C'est un peu du hasard, en fait. C'est l'objet qui nous donne, et pourquoi est-ce qu'il est obsessionnel? Je n'en sais rien. Mais à un moment donné, il faut faire avec celui-là, quoi. Et donc, du coup, tous les autres s'illuminent, et c'est celui-là avec lequel on fait un spectacle. Ça peut être un grand objet, ça peut être un petit objet. Voilà. Merci. Ouais, tu peux passer à... Yeah, and so she's talking about how it's all about starting with the object for her, and so she goes to les marchés aux puces. Merci. To flea markets and antique shops and things like that to find objects that are already charged with a lot of stories, a lot of memories, and so she tries to find these different objects that have a lot of story already in them, and then she has a little shelf in her workshop where she puts them up, and so she just walks by them day in, day out for days, months, years, I don't know. But for a long time, if they stay interesting, they stay there, but she doesn't know yet. And one day, maybe a story or something, it calls to her, and she was saying the story of the show Ressac. She found the 3 boats of Christopher Columbus in an antique shop. She put them up there, and she was going back and forth. Nothing happened yet, but there was something there. And then she found this tiny boat that had a broken sail. And that was, she added it there with the little boat with the broken sail with the three big boats. And then she was like, oh, I feel something.
I feel something there. So now she pulled them out and she started working with them, and that became, with a lot of time and work, a show. And that theme of conquest and stealing stuff and going all over the ocean to take stuff away became also a show about the subprime crisis in the US, where people lost everything, lost their house and everything. But she was not planning to write on the subprime crisis beginning, but just because of the object, that she was led by the object to this story. Merci. Quelqu'un d'autre qui veut partager? Avec la pire espèce, souvent, c'est une question d'une forme, une recherche de forme. Donc, souvent, ils travaillent toujours l'objet, mais avec une autre forme de théâtre associée. Donc, c'est comme une question, comme des fois, on va travailler l'ombre et l'objet, ou la caméra et l'objet. Donc, c'est souvent une question préalable, avant tout, de se dire comment on pourrait amalgamer ces formes-là ensemble. Puis après, il y a certains morceaux de texte ou morceaux d'objets qui deviennent des prétextes. Donc, on finit par faire des recherches ou des études avant même de penser faire un spectacle. Donc, il y a même des études qui ne sont pas... qui sont un peu restés sur les étagères puis qui ne sont pas devenus des spectacles. Donc, on prend des morceaux de texte, on prend des objets que je trouve ou qui sont mis à disposition des acteurs, puis avec les improvisations, mais des fois, après, on voit le potentiel d'un futur spectacle. Fait que ça vient souvent d'une question préalable. And so for Julie and Théâtre La Pire Espèce, it's about form. The starting point is often object and shadow or object and camera. So it's like a formal question, a formal exploration of some technique or material. And it's more studies. So it's just free exploration before really being a show. And eventually, some of these studies will just stay studies and they will be like, they don't become a show. And others there will be some image that sticks to you, and then you keep exploring that, and eventually that becomes a show. So, but it starts more with the formal question of different techniques every time, but always with object at the center. Merci. Well, I think each project has its own nature and needs. I have been working with both or different ways to make the process with the objects. I have been focused more in the puppet as a stage object, but I remember my very first piece of puppets with my company. It starts in a very intuitive way. And it starts with some natural object like this. We call in Mexico bule or guaje, but it grows in a lot of different countries around the world. And it is used for many, many things, to carry water, to put some pulque spiritual drink, or you can make, they use it for make music instrument, a lot of different uses. And it starts like a contemplative work from the object, and we used to play and put together, and thanks to pareidolia, sickness, find some different shapes and start to listen a little bit what is around the object, and I enjoy it very much. I think in this moment of my career, I am trying to come back to this very innocent point of view and like Agnes, listen to the object and try to listen the whispering, what is trying to tell us, or what is the agency of the object, what the history, the memorial that he has, like that. Yeah, thanks. Yeah, donc oui, il racontait qu'il est plutôt marionnettiste, mais qu'au début de sa carrière, il a travaillé avec des fois des objets comme ça, comme c'est boulet? Boulet. Boulet, c'est un fruit, c'est ça? It's a kind of pumpkin. Pumpkin, ah ok, oui, donc une sorte de courge mexicaine qu'ils font sécher, qu'ils utilisent pour des fois mettre une espèce d'alcool spirituel, c'est ça? Et c'est pas spiritueux, oui, excuse-moi. Presque.
Il y a deux cerveaux, hein? Et donc, donc c'est ça. Mais donc, ils disaient, ils ont commencé à regarder cet objet-là, puis vraiment, un peu naïvement, un peu comme Agnès disait, donc de vraiment s'intéresser aux différents mouvements, aux différentes formes que l'objet peut évoquer avec cette fameuse maladie de la parallélolie. Et donc, voilà. Et donc, il se dit qu'aujourd'hui, ben, il aimerait peut-être revenir à cette pratique-là plus intuitive de vraiment regarder les objets, prendre le temps, être obsessionnel avec les objets, comme Agnès disait, donc de vraiment se concentrer puis aller chercher l'histoire, le souvenir, qu'est-ce qu'il y a dans ces objets, qu'est-ce qu'il y a à raconter, donc vraiment de partir de là tout simplement, mais finalement, ça peut nous amener quand même loin. Merci. Ouais, vas-y. Allez. Ah oui, vas-y. C'est pas grave. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, moi, je ne me définis pas comme une artiste qui fait du théâtre d'objets, mais j'utilise l'objet parce que bah, voilà, c'est ça que j'ai sous la main. Et souvent, quand on a le texte et qu'on va commencer à travailler, on se pose souvent les questions, comment on va faire ça, comment faire. Ah ben, je vais voir dans la maison les choses que j'ai sur place. Par exemple, voilà, c'est pas vraiment du théâtre d'objets ce que je fais. Moi, je viens du clown, en fait. J'ai fait beaucoup le clown. Et puis, en 2011, j'ai voulu créer un spectacle qui raconte ma vie. Et il y avait plein de personnages que je voulais raconter. Et ma metteur en scène, à l'époque, elle me dit, mais c'est beaucoup de personnages. Il faut que tu utilises des marionnettes. Je connais pas les marionnettes parce que en Afrique, il n'y a pas les marionnettes partout. Au Sénégal, par exemple, ça n'existe pas. On a cherché dans l'histoire, il y a des masques, mais il n'y a pas. Du coup, j'ai écrit à l'École supérieure des arts de la marionnette à Charleville-Mézières. Puis je suis allée voir et c'est là que j'ai découvert tout cet univers marionnette, théâtre d'objets, etc. Mais c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que je pouvais faire du théâtre avec tout ça. Marionnettes, objets. Donc, du coup, pour chaque spectacle, je me dis, OK, il y a un frigo, mais comment on fait le frigo? Ben, j'ai la bassine là. En fait, je transforme la bassine pour en faire un frigo. Et c'est ça, en fait, c'est plus de détourner l'objet pour en faire quelque chose qui me sert pour le texte, qui me sert pour voilà, le décor. Parce que voilà, le manque de moyens nous pousse en fait, mais si je n'avais pas été à Charleville-Mézières, je resterais sur le théâtre de paroles, de textes, voilà. Et le fait de découvrir la marionnette à Charleville-Mézières et tout cet univers-là, ça m'a tellement ouvert. J'ai dit, mais on a tout. On a tout dehors. Tu vas au marché, tu trouves un pilon, un vieux pilon. Tu peux l'utiliser pour représenter la belle-mère. Bref, donc maintenant quand je marche dans la rue ou que je vais sur la plage, je trouve un objet, j'essaye de m'imaginer à quoi ça pourrait me servir. Donc on garde tout à côté. Voilà, donc Donc avant, tu n'avais pas grand-chose sur scène, tu étais plus clown, puis là maintenant, tu as besoin de matière ou tu as envie de matière. Voilà. Super. And so Mambi is saying that she was more trained as a clown, so she was used to just doing shows as a clown, and eventually she wanted to tell her own story, and there's so many characters in her own story that she could not do them all. It's not possible. So she was told, maybe use puppets. So she said, I don't know anything about puppets. So she went to Charleville-Mézières in France to learn about puppets. And then she said, wow, she discovered this whole world, puppet, object theater, all the variety that they don't have in Senegal. They have stories, culture with masks, but not so much with puppets as historically. And so she came back, and now she says, we have everything in here. I have this bucket of water I can use. Can go to the market and get something and make my characters with this. So with very simple stuff she has around the house,
she can tell her stories now. And so now she's still a clown, maybe a little bit, but using using puppets and objects that she finds around her because she has all this new vocabulary to tell stories with. Merci. Oui, vas-y. Ce que je retiens là dans ce qui est dit, c'est l'intuition, l'outil et je dirais la qualité. C'est-à-dire que pourquoi d'un seul coup on s'arrête sur un objet, c'est parce qu'il représente où nous sommes en capacité ce jour-là de lui reconnaître une qualité. Alors, cette qualité, elle se rapproche immédiatement avec des préoccupations qu'on a au moment où on le considère. Je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se met en recherche, on met des choses en œuvre parce qu'on est disponible à ce moment-là pour reconnaître la qualité, soit esthétique, soit pratique, soit métaphorique, soit toutes les qualités qu'on peut donner à un objet. Mais on peut aussi passer à côté. Et c'est peut-être pour ça qu'on les pose dans des boîtes ou sur des étagères, parce qu'on reconnaît en eux quelque chose qui nous alerte, mais on n'est peut-être pas à ce moment-là disponible pour pouvoir les rencontrer sincèrement, quoi. Donc, il y a plein d'entrées possibles qui font qu'un objet devient un partenaire de jeu. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. So, merci. And Jalo is saying that there's a lot of instinct, intuition in what we're sharing, that you meet an object and maybe it clicks, there's something, or maybe there's something you're not sure and you put it on the shelf, and for the longest time there will not be anything, and then one day you look at it and now you see and you're ready to encounter that object and have this relationship, this story to be born from that relationship. Or maybe you miss it altogether and this never happens and you never really encounter that object, and we're all different with different brains, but there's something about the mystery of this encounter, I guess, and that's kind of the magic of working with objects, which is quite different from puppetry. Je me permets la réflexion, but like puppetry, if you're making something for a specific purpose, it's quite different because your driver is you and your imagination. You have a vision in your head of what you're trying to create. Maybe sometimes it doesn't collaborate. That's something different. I'm not a maker, but I imagine sometimes it doesn't work very well. But still, you're driving the impulse to create, and then you work with what you've created in objects where the dialogue is going a bit in a different way, and it's more mysterious. Je faisais juste le parallèle avec la marionnette, où c'est quand même un peu différent. Moi, je suis pas une factrice de marionnettes, mais je suppose que quand même de designer une marionnette, de la dessiner, de la fabriquer, ben ça vient quand même d'une idée, d'un imaginaire qu'on porte en nous, puis qu'on essaie de transférer à la matière avec, bon, plus ou moins de succès, ça dépend, ou peut-être que parfois ça fonctionne pas comme on voulait. Au final, la matière, ça répond pas, mais ça reste que ça vient quand même de nous, tandis qu'avec l'objet, ben on tombe sur des choses, puis là, ça connecte ou ça connecte pas, ça dialogue ou ça dialogue pas. Donc, on est dans une autre posture, je trouve. C'est super. Ouais, vas-y, Lisa, bien sûr. Non, mais tu peux être longue, c'est pas grave. Ouais, non. Bon, moi, n'ayant qu'une expérience de création en tas d'objets, j'ai pas encore le recul pour tirer des conclusions sur ma manière de travailler. Mais je peux parler concrètement du processus de création de ce spectacle, de Viva. C'est vrai que c'était vraiment marrant de faire l'expérience Donc, on avait donc, nous, une histoire. On savait quelle histoire on voulait raconter. Et on n'avait pas défini de type d'objet. Il fallait juste que ça rentre dans des tiroirs. Mais au départ, on pouvait sortir toutes sortes d'objets. Et c'est vrai qu'assez vite, on s'est retrouvés complètement coincés, complètement envahis par les possibilités infinies. Voilà, on pouvait il y avait un moment, on sortait un fer à repasser du tiroir. Enfin, c'était infini. Et finalement, ça nous bloquait.
Et il y a eu un jour où on s'est dit, bon, on prend que des objets bureautiques. Et donc là, vraiment, on a fait l'expérience de la famille d'objets qui, en fait, nous a ouvert énormément de portes en nous mettant une contrainte qui, au départ, nous paraissait presque insurmontable. En fait, c'est à ce moment-là que des objets se sont imposés à nous. Nous, on était dans cette volonté de raconter une histoire et à essayer de prendre des objets, d'essayer de les tordre, entre guillemets, pour qu'ils rentrent dans notre histoire. Et à partir du moment où on s'est dit, OK, famille d'objets bureautiques, point, il y avait des objets qui se sont imposés à nous et qui nous ont donné, du coup, des nouvelles idées, des nouvelles façons de raconter cette histoire. Donc, il y a eu vraiment cet aller-retour de, on a cette idée, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme objet bureautique, ou, ah tiens, il y a cet objet qui est là, il faut absolument qu'on l'utilise. Tiens, qu'est-ce qui nous évoque et ah, OK, on va pouvoir raconter ça. Donc, ces allers-retours-là, bon, c'est ce qui fait que maintenant, on a on pourrait ouvrir une papeterie à la maison, mais après, ça, c'est un peu comme... Ouais. Puis, est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle vous êtes parti vous vous êtes donné cette contrainte-là des objets bureautiques? Est-ce que ça venait de... Ouais? Oui, alors la raison, bon d'abord, ouais, elle est très simple, on voulait situer ça dans un bureau d'avocat, puisque l'idée c'était de partir vraiment de la réalité, et Daniel a réellement été avocat, donc on s'est dit bureau d'avocat, et donc de là, tout bêtement, on s'est dit, quel objet peut se trouver dans un bureau d'avocat, voilà, tout simplement. Nice, merci. Et bon, il y a aussi le fait que quand même les objets bureautiques nous évoquaient aussi la violence politique, la violence systémique, on va dire, qui aussi a ajouté une couche qui nous parlait bien. La violence bureaucratique du fascisme. Bureaucratique, OK. Nice. Donc, Lisa is talking about the show Viva, her first Object Theater show that maybe you saw yesterday. And for them, it was a bit different because they did not they started working, we want to work in object theater, but not with specific objects in mind, but they had a story. They had Danielle's story, his real-life story to tell, and they were looking for objects, and they had too many choices. They wanted something that goes into a lawyer's desk, because he was a lawyer for many years, so they wanted to have the desk on stage and have everything in the drawers. So it had to be small enough for the drawers, but possibilities are still infinite. They were working with an iron to iron clothes, different things. It was too large. And at some point, they said, no, we have to stop. We will only use things from the office that a real lawyer would have in their office. And so that narrowing of possibilities actually inspired them more. It was a lot richer because then they had to look at all these objects that were more limited and find everything to do with them. Sometimes an object would bring an image, and then that would bring a new side to the story. And sometimes they needed to tell the story or some scene, and they would have to look for the object within that family. So having a family of objects was a way to, and also to have a coherence aesthetically in the show, I imagine. But yeah, to narrow a bit the possibilities, to be able to really tell that story and make it make sense. And she was saying they chose it also because it echoes a bit it's about fascism and in Spain with Franco, the story. So it was also about the bureaucracy and the violence maybe of bureaucracy and of fascism, what kind of evoked in this kind of choice of objects. Merci. Et donc, je vais me tourner plus vers Mambi Miguel, parce que j'avais envie de vous entendre sur justement la question des objets. On a parlé un peu, Mambi, du rapport avec les objets, peut-être au Sénégal, qui est assez différent, en fait, de qu'est-ce qu'on peut imaginer ici dans le Nord, en Europe, en Amérique du Nord et tout ça. Puis on sait que quand même, dans le colonialisme, c'est venu avec la destruction des cultures matérielles de plein de peuples. C'est venu avec la destruction de ces objets-là pour justement effacer ces cultures-là, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, à plein d'endroits. Puis d'un autre côté, on a le théâtre d'objets dans comment il a été créé, inventé, ou en tout cas imaginé, surtout en Europe dans les années 80. Vous en faites bien partie. Dans une époque de consommation de masse, production de masse, on parlait des objets de plastique, des petits cadeaux dans les boîtes de lessive. Donc, c'est vraiment un monde qui naît parce qu'il y a une espèce d'accumulation d'objets qu'on trouve un peu partout. Il y en a peut-être trop, puis c'est cette matière-là qu'on peut facilement aller chercher pour raconter des histoires.
Fait que je suis intriguée par il y a un peu une tension pour moi de nous, on a une espèce de mer d'objets facilement accessibles avec lesquels créer. Il y a d'autres pays où, d'un côté, ben, on vient extraire leurs ressources pour fabriquer ces objets-là chez nous. Et après, souvent, on leur envoie nos déchets pour s'en occuper de leur côté. Et donc, il y a un rapport à la matière, j'ai l'impression, qui est peut-être un peu différent. Tu te dis, on fait avec ce qu'on a autour de nous, on n'a pas grand-chose, on se débrouille, tout peut devenir tout. Donc, tu sais, il y a comme un peu cette, je sais pas, cette tension-là pour moi. Puis en même temps, je me demande si nous, dans le Nord, on n'a peut-être pas perdu un peu le lien sacré avec la matière, plus spirituel, le lien avec l'outil, les trucs faits à la main, cette connexion-là avec le monde. Donc, dans cet univers-là, je voulais vous entendre principalement vous deux, mais les autres aussi, n'hésitez pas à sauter dans l'arène si vous voulez partager quelque chose. Mais je me demandais, est-ce que vous sentez que votre rapport aux objets est différent, considérant la culture où vous avez vécu, d'où vous venez? Est-ce que vous avez le temps d'y penser, parce que là, je vais le faire en anglais. So, put it short, but I'm talking about objects and colonialism, because we have people here from the global north, from Europe, North America. We have also people from Africa, from Mexico, so from different countries that maybe don't have the same relationship with objects, because historically, we talked about Christopher Columbus coming and taking everything. That's kind of what happened. And so we took a lot of stuff from these countries. Colonialism destroyed a lot of these material cultures. And still today we are using these countries to extract resources, to make the stuff that we have here. And the stuff we have here we mass produce. We have many plastic goods. We talked about since the 80s, the 70s, the 60s, we have so much stuff everywhere. And this is also the stuff that makes object theater possible, because we have so many plastic things that we can easily take and try and play with. So we're creators here and in Europe are using this abundance to create stories. But on the other side, you have people that are getting their resources extracted to make this stuff, and also sometimes are receiving our trash in return when we are done with it. And so I'm just curious about this. What's the relationship with the material world and with objects in other parts of the world? And maybe did we lose something here, maybe of a sense of the sacred or a connection to material that would be a bit deeper than plastic, maybe? So that's my question, I guess. How do you feel that object work is different, perhaps, for you, or maybe it's not, and that's okay. I think there is a strong differences between the cultural identities, and also in each country has a lot of faces and point of view, and my country is a very complex country. There is a lot of different Mexicos in Mexico. But well, I was born in a very popular environment, in a world-class kind of environment. And I think one of the things that we have as Mexicans and we recognize is that we are colonized country. First from Spain, but now from the United States. No? So we have that. And in the environment when I was grown, it is we have a very special way of relation with the objects, because we develop a kind of creative survival. So when an object breaks, you have to fix it again and again and again until the object cannot resist anymore. And then it becomes in something else and could be with your family for generations, being another thing. No? So I think that way of living creates some very special relation with the objects, because you have to care, and you have to have, you need to be a consciousness about that. No, the relationship is very different and very deep. And also there is a second thing very interesting, that in our culture we have a precious heritage that is the animism. The ancient cultures and even the indigenous cultures today
lives and see the light, the life with a different system of knowledge. They perceive the things with soul, with some kind of consciousness or spiritual stuff, and that also creates, in my country particularly, a special vision for the things. It creates a kind of magic realism, so we can perceive the life and the objects in a very weird way, like surreal. André Breton says that Mexico is surreal per nature. Is true. We can have a party with the dead. So we can perceive different things in a very weird ways. So I think these two things, for one side, the poverty, and the other side, this animism, creates something unique in the relation with the things. I think in the South global countries, not only Mexico, in these countries that have lived with the colonialism. Oui, très intéressant. Et donc, Miguel nous parle du Mexique notamment, mais de deux raisons peut-être qu'il trouve que la culture avec les objets, la culture matérielle est peut-être un peu différente. D'un côté, le fait que ça reste des environnements pauvres où on n'a pas le loisir de jeter ce qui est brisé. Il faut réparer encore, jusqu'à ce que ça soit complètement détruit. Et là, ça devient autre chose dans la maison. Et là, c'est encore utilisé pendant des générations et des générations comme autre chose. Et donc, il y a une transformation de l'objet, mais la relation, en fait, devient très profonde puis, en fait, très longue dans le temps. Et donc, il y a vraiment un attachement à long terme à cette matière-là qui quitte vraiment jamais, peut-être finalement, parce qu'on trouve toujours des nouveaux usages parce qu'on n'a pas le luxe de juste jeter. Puis d'un autre côté, il parlait aussi de la tradition culturelle, de l'animisme, en fait, de la tradition de justement attribuer de la vie ou une force, une énergie à des objets, à des forces de la nature, tout ça. Et donc, qu'il y a une espèce de réalisme magique au Mexique. Il dit en général au Mexique, les choses sont un peu magiques, sont un peu surréalistes. On a des parties avec nos morts, donc la jour des morts. Donc, on est toujours un peu c'est ça, entre les mondes, quelque chose. Donc, il y a vraiment ce côté un peu magique, mais qui infuse toutes les sphères de la vie avec le monde matériel qui se confond peut-être un peu avec celui des vivants de manière que nous, on ne connaît pas puis qui nous paraît peut-être étrange. Mais de l'autre côté, ce côté de justement toujours réutiliser les objets. Donc, à la fois une pauvreté matérielle et une richesse culturelle complètement différente. Ben, il dit que pour lui, c'est un peu ces deux pôles-là qui caractérisent sa culture des nombreux Mexiques, où il nous disait qu'il y a plusieurs Mexiques différents. Puis il nous disait même dans le sud global, il trouve que c'est quelque chose qui caractérise un peu cette relation-là aux objets, à la matière. Merci. Je sais pas si... Bon, ben, moi, en fait, chez nous, il y a c'est un peu comme chez Miguel, un peu le rapport aux objets par rapport à la culture, aux religions ancestrales. Et donc, souvent, l'objet est sacré, en fait. Donc, par exemple, un pays comme le Mali, où la femme n'avait pas le droit de faire du théâtre avec la marionnette, c'est que les hommes qui pouvaient le faire, parce que la marionnette était comme quelque chose de sacré. Et donc, l'objet, souvent, les objets, on les utilisait dans les rituels. Du coup, il y a certains objets quand tu les utilises, tu es un peu regardé de manière bizarre. Et puis, je disais tout à l'heure que la marionnette n'existe pas au Sénégal, mais peut-être que c'est l'arrivée des religions qui ont aussi, fait qu'on a arrêté avec l'utilisation de certains objets qu'on considérait comme des objets mystiques ou des trucs pour passer à la religion. Donc, on a balayé plein d'objets qu'on avait chez nous.
Et du coup, dans beaucoup de pratiques aujourd'hui, tu dois faire attention un peu aux choses que tu utilises parce que ça peut être interprété souvent ou mal vu voilà. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas parce qu'on se dit si tu le fais, tu peux avoir le malheur. Par exemple, il y a les calebasses chez nous, mais c'est beaucoup, on l'appelle la calebasse. C'est utilisé beaucoup pour des rituels et quand tu l'utilises sur scène, des fois, les gens peuvent te prendre pour quelqu'un qui veut faire de la sorcellerie ou des choses comme ça. C'est très compliqué et souvent on peut vraiment avoir ça dépend où tu joues. Quand tu joues dans les grandes villes, ça va, mais quand tu arrives dans les villages avec certains, même une marionnette, tout le monde peut s'enfuir parce que, justement, ils pensent que c'est un esprit que tu manipules, quoi. Donc, voilà. Mais bon, ce qui est bien avec l'objet contemporain, c'est que, voilà, c'est le plastique, c'est des choses que les Blancs ont amenées. Donc, ça... Voilà, la vision, elle change un peu. Et des fois, c'est pas sacré, le plastique. Voilà, c'est pas sacré. Et des fois, j'ai envie d'utiliser justement nos objets culturels, mais tu te poses 1000 questions avant de travailler avec ça. Donc, tu finis par travailler avec plus des objets du quotidien ou des ou objets plastique, contemporains, modernes. Ouais. Pour justement éviter qu'on te taxe de sorcière ou de bref. Pour jouer avec des forces que peut-être tu peux contrôler un peu plus. Ouais. Parce que c'est tout de suite mystique ou surtout la marionnette, ou dès que tu apportes la lumière ou quelque chose qui fait que la chose devient magique, on ne comprend pas en fait. Quelle technique tu as utilisée pour faire bouger l'objet, et les gens, ils vont te prendre pour un magicien. Ah ouais, wow. Oui, ben oui. Je vais juste traduire, mais prépare. And so Mambi is saying that she's saying it's quite different in Senegal as well because in some countries, like in Mali, for longest time, the women were not allowed to do puppetry, to be puppet artists, because the puppet was something sacred, and so women could not touch it because it was real magic. It's calling spirits, so it's very powerful stuff. And so she says sometimes she wants to use ritual object, important cultural objects in stories, but she's afraid that people will react strongly, will not like it, will think she's doing sorcery or she's calling a spirit so it's sometimes the line is very fine, so she's using a lot of modern object plastic stuff that white people brought to Africa. That's fine. There's no magic there, I think it seems, in plastic, so she can use that, but to use very, very powerful, very sacred, mystical objects that have very strong connotation in her culture, especially going to smaller towns and villages and cities. Sometimes they make the difference, but in smaller villages, even just moving a puppet, people will think you're calling a spirit. It can be very powerful because there's a strong tradition, and even she was saying the calebasses, which are like big pumpkins that they will use for rituals. She's not sure she would use that on stage because people might think she's doing something different than just doing art, telling a story. So the line is the relationship with the objects is quite strong. Yeah. Moi, je voulais juste parler d'une expérience que j'ai eue au Sénégal, où j'ai donné un atelier de 3 semaines à un groupe d'acteurs, danseurs sénégalais. Ça faisait partie d'un programme qui s'appelle l'École Nomade, où pendant 2 ans, ils suivent un programme avec différentes personnes venues d'Europe qui vont les former, entre guillemets. Et donc, je demande, comme chaque fois, qu'ils apportent des objets pour l'atelier. Et en fait, on n'a eu que des capsules, des cailloux, des bouts de bois, du plastique, des bouts de métal, donc il n'y avait aucun objet représentant, enfin voilà. Donc je me suis dit, bon, on va devoir faire avec ça, non ?
Et en fait, après quelques jours, très vite, moi, j'étais un peu épuisée de ça parce que je n'avais pas l'habitude dans la pédagogie et tout ça. En même temps, c'était hyper intéressant. Et puis, on s'est dit, on va aller au marché et chacun peut prendre un objet au marché qu'il aime, par lequel il est attiré, tout ça. Et on a commencé à travailler avec ça. Moi, j'ai toujours ma malle avec mes objets, mais c'était des tanks, des miradors. Enfin, bref, et tout ça. Et donc, mais je dis ça parce qu'il y a un garçon qui était là, qui, au moment, il refusait de toucher les objets. Il refusait complètement. Donc, il a acheté une queue de bœuf et il frappait les objets. Il les frappait, il criait, il buvait du lait, il jetait, il disait le sperme de mon grand-père. Il était complètement dans un état parce qu'il ne parvenait pas à toucher l'objet, quoi. Donc, ça m'a permis de dévier complètement le stage, plutôt vers le corps, avec la danse, l'objet au sol, enfin, bref, qu'on a dû un petit peu changer. Donc, c'était une belle découverte pour moi aussi, de ce que tu dis, de comprendre que la charge de l'objet était tellement... Donc, on est quand même retourné aux cailloux, à la terre, aux branches, aux capuchons, les petites capsules de bière, tout ça, les bouchons. On a travaillé avec ça, quoi. Mais c'était très intéressant parce que c'était comme quand les enfants jouent au sol avec, ils imaginent, ils mettent 4 capsules, ça fait des personnages, enfin. Donc je suis retournée à ça parce que, voilà, aussi par respect de cette espèce de peur qu'ils avaient de toucher l'objet, quoi. Très intéressant. And so Agnès is talking that she went to Senegal to teach a workshop in object theater and in her style of object theater. And she always asked participants to bring objects from home. And she was surprised the first day because they brought beer bottle caps. They brought, the tops of plastic water bottles, rocks. So very small things, almost maybe trash, what they have around. But, and so she was, okay, I don't know what we will do with this, but we'll see. And so she was looking, and she brought also her own object, but there was like tanks and like stuff that they don't know, they have not seen. And so she worked with that a little bit, but then she went to the market and she said, okay, buy each something that you like that calls to you, we'll work with that. And one of the participants, he did not want to touch the objects at all. He was completely against touching all the objects. And so he bought a beef tail. And then he would just spend the whole exercise just banging the object and hitting them and spilling milk and, saying it's the seed of my father. And that's what and so, I'm translating, and so, but so such a super different relationship with the objects, obviously, this young man in particular. But then she said with that, they went back to working with the small rocks, with the bottle caps, and she also went back to this very original way of working with objects, a bit like children will make a world out of almost nothing, and you will create the whole world from that. So she was also maybe transformed by that experience of going to a different direction and shifting gears a bit, seeing that it's a completely different relationship with objects there. Wow. Intéressant. Je voulais pas être un colonisateur non plus. Enfin, non, c'est ça. Tu t'es adapté, ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'était la première formation en théâtre d'objets qu'il y a eu, hein, parce qu'on n'a pas eu d'autres expériences après ça. Bon, après ça, j'ai invité la pire espèce à représenter leur spectacle, puis ensuite le spectacle Clémentine. Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'avant Agnès, on n'avait jamais eu de travail avec l'objet. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, moi-même, je n'avais jamais vu de marionnette avant, parce qu'il n'y en a pas au Sénégal. Et le théâtre d'objets n'existe pas encore. Aucune compagnie ne crée avec essentiellement du théâtre d'objets. Pour moi, j'utilise l'objet, je détourne l'objet, mais le théâtre d'objets comme
comme c'est pratiqué, comme le spectacle Viva hier, comme utilisé comme tel, ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Mais les jeunes d'aujourd'hui ont envie d'aborder l'objet, surtout pour les censures qui existent maintenant, parce que l'objet crée quand même cette distance et on a bien vu hier, ça aurait été difficile de faire jouer des personnages comme dans l'histoire, mais d'utiliser l'objet, c'est très fort, c'est symbolique. Et quand j'ai fait, moi je n'ai jamais fait de formation d'objet. Mais j'aime beaucoup ça. Vraiment, j'adore le théâtre d'objets et j'ai envie de le développer chez moi. Et j'ai donné l'année dernière une formation à 25 jeunes. Et ils étaient tous intéressés à le faire. Puis comme tout de suite après la formation, il y avait le spectacle Clémentine. Donc, ils ont vu pour la première fois un spectacle de théâtre d'objets. Et ils ont compris, en fait, après, l'importance de pouvoir utiliser cet objet-là pour raconter aujourd'hui, surtout la jeunesse sénégalaise vit vraiment des choses très, très difficiles, des promesses politiques qui ne sont pas tenues, la violence policière, plein de choses. Et donc, ils me disaient tous, alors donc, on peut faire jouer un policier, on peut le représenter avec, je ne sais pas, une ceinture ou un... Je dis oui, donc c'est en fait de voir de cette point de vue-là, eh ben, ils ont vraiment envie de raconter, plus de raconter avec l'objet, vraiment. Et j'ai vraiment hâte de faire revenir d'autres personnes, mais si Agnès, tu reviens, c'est autre chose. Ça a changé là. C'est plus ça. Hein. Ça, il y a quand même très longtemps, hein, 15 ans au moins. Donc aujourd'hui, ça a bien bougé quand même. Yeah, so Mambi started by saying that after she had Agnès Lebos come, she did not have any more object theater workshops in Senegal. She did something else. But also she says it's interesting because now with the youth, there is a lot more interest. In the last few years, she brought some shows from La Pire Espèce. She brought the show Clémentine from a Klein Company to Senegal. So the youth, the young artists are very interested, and especially because objects are a way to go around censorship and to talk about sensitive issues. There are a lot of political issues for youth in Senegal today, and things they want to speak about, the police relationship with broken political promises that they want to speak about. And so the objects are kind of a way that they're finding. She taught 25 person about object theater in a recent workshop, and they saw a show. And so it's really now being something that is of interest for younger people. Puis merci pour le segue, parce que c'est exactement où je voulais aller. Fait que c'est super. Fait que justement, je continuerai en me tournant vers Lisa. Justement, on a un peu évoqué l'idée de la distance que l'objet peut nous permettre pour traiter de sujets peut-être plus difficiles, de nuancer des choses, de changer de position peut-être sur certaines choses. Puis toi, dans le spectacle Viva, tu racontes aussi l'histoire qui n'est pas la tienne, donc l'histoire de la famille de Daniel. Puis on révélera pas trop de spoilers du spectacle, ceux qui l'ont pas vu, mais disons que mais tu as quand même un rôle. C'était quoi ta place, toi, par rapport à l'objet, comment l'objet vous a aidé à avoir de la distance par rapport à des thèmes très difficiles comme le fascisme, comme la violence envers les femmes, etc. Et puis en même temps, toi, à trouver ta place dans ce récit qui, à la base, n'est pas nécessairement le tien. And so I'm asking, she can think about it, but I'm asking Lisa about the show Viva. I'm not spoiling it, but it's the story of Daniel, her partner on stage. It's his family story, and it's about fascism in Spain. It's about violence against women, so quite hard themes. And so the choice of objects to bring a distance, we're talking about it with the artists in Senegal that want to use objects to show things without telling them, but everyone understands. There's something of that in the show Viva. And maybe I was wondering if it helped you to find your place in that show because it's not your own story. So telling it with objects, is it easier to inhabit that story or to play with that story because you have some distance? Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord ma place et notre place à nous deux par rapport à cette histoire et au tas d'objets.
C'est sûr que donc cette histoire, c'est pas la mienne, mais peut-être qu'en ce sens-là, c'était peut-être plus facile pour moi. Je sais pas, mais en tout cas, nous, dès le départ, on voulait vraiment sortir de l'histoire intime, en tout cas prendre du champ par rapport à l'histoire intime. Pour vraiment ouvrir sur l'histoire universelle, sociétale. Voilà, les fascismes, c'est une question mondiale et la violence machiste aussi. Donc, je pense que par rapport à ça, pour moi, ça n'a pas été une difficulté que ce ne soit pas ma propre histoire. Alors que je dirais que Daniel, il a dû faire le chemin de devoir accepter qu'on raconte pas forcément les choses exactement, absolument, tout le temps, comme elles ont été, en fait. Au début, c'était vraiment compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'affect, forcément, dans cette histoire. Voilà. Et donc, et aussi, c'est sûr que le théâtre d'objets, ça nous a... Enfin, ça c'est... Comme tu l'as dit tout à l'heure... oui, je vois pas comment on aurait pu raconter cette histoire en dehors du théâtre d'objets, parce que ça nous a permis de créer des images. En fait, on n'incarne pas, on n'est pas en train d'incarner des personnages, on se porte en tant que témoin, et du coup, on peut passer, on est parfois narrateur, narratrice, parfois compagnon de jeu avec les objets, parfois en incarnation des personnages, mais tout ça, c'est un jeu qu'on joue ensemble. Nous, on commence le jeu, le public le comprend instantanément, et on accepte ce jeu-là, et on nourrit ce jeu-là. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'artifice, on monte l'objet, on joue avec l'objet, on est derrière, on a toutes les coulisses sont sur scène, en fait. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Et du coup, je trouve que, enfin, on le sait, le théâtre d'objets permet du coup de raconter des histoires très dures, très, très complexes, de manière très simple, en fait. Très presque banal, avec des objets banals. Et bon, moi, ça, je trouve ça vraiment fantastique, quoi. Le fait qu'on puisse utiliser des objets absolument banals, absolument complètement du quotidien, et qui ait une telle charge, une telle symbolique, que ça nous raconte quelque chose. Et donc ça nous a énormément aidé à raconter cette histoire. Et du coup, nous, en tant que comédiens, comédiennes, on s'est placés aussi au même endroit que le théâtre d'objets. Enfin, comment le dire ? Du coup, nous, on était aussi... Moi, à aucun moment, je prétends incarner Maria telle qu'elle était. Je ne sais pas comment était Maria. Daniel ne sait pas, personne ne sait qui était réellement Maria. Ça donne de la liberté, en fait. Oui, il y a beaucoup moins de pression. Et en plus, je pense que... Enfin, moi, personnellement, je trouve ça plus intéressant, parce que la Maria que je raconte, c'est la Maria qui passe à travers moi, qui en fait, c'est Maria plus moi. Donc ça passe à travers mon prisme, à travers mon imaginaire. C'est ce qui fait qu'on peut accepter qu'elle a un accent français à couper au couteau. Voilà, sinon, sinon, non, elle ne serait pas du tout crédible en soi. Et par rapport à la violence, mettons, au fait d'imager des scènes de violence au lieu de les vivre. Est-ce que tu penses qu'au niveau, je parle au niveau du public, j'étais dans le public hier, mais au niveau du public, est-ce que tu penses que le ressenti est différent par rapport à vraiment voir frontalement la violence? Ah oui, il y a quand même... oui, bien sûr. Penses-tu que ça nous atteint plus? C'est différent? Alors, moi, je dirais que ça nous atteint plus. Mais c'est intéressant parce que je trouve que ça donne... Je trouve que le théâtre d'objets, il permet une grande distance, mais qui amène l'émotion. Je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas vraiment expliquer ça, mais je pense que si on devait jouer les scènes de violence de manière réaliste, il y aurait un rejet. Enfin, moi, personnellement, j'aimerais pas du tout ça, ni en tant qu'actrice, ni en tant que spectatrice. Et il y aurait un rejet, je pense que ce serait forcément, il y aurait quelque chose, ce serait diminué, ce serait simpliste. Et alors que je trouve que le théâtre d'objets fait qu'on comprend ce qui se joue. En même temps, on comprend, je vais pas, voilà, on comprend que c'est tel objet. On voit ce que réellement, c'est juste un crayon qu'on taille, quoi. C'est pas, mais
on comprend ce qui se joue et du coup on est touché aussi. C'est comme dans les livres en fait, je pense. Quand on lit un roman, le personnage principal, on l'imagine, enfin il passe à travers nous. Le personnage principal qu'on imagine, il nous ressemble un peu, ou en tout cas il ressemble à... C'est inconscient, mais... et donc chacun, dans le tas d'objets, chacune peut s'identifier. Et c'est ce qui fait aussi que c'est autant universel. Donc, ouais. Intéressant. And so she's talking about the show Viva and telling the story of Danielle and saying that it was maybe easier for her because she has some distance from that story to tell Danielle's story. For him, it was very emotional sometimes to have to choose which parts to keep, which part to maybe not tell exactly like they happened. So it was a bit more closer to him. But also that it gave them a lot of liberty because they're clearly playing. They're playing these characters, but they're not pretending that they are these characters, that they don't know how they sounded, how they talked, how they acted. So we're in on the game. And so that gave them a lot of freedom to interpret them and not be fixed in just one version of these characters. And also we're talking about the emotional impact of some of the scenes of harder scenes of violence that are done with objects. And she's saying maybe it hits the audience even more when you use objects because there's the distance, but also a distance that maybe enables the emotion to arrive. That maybe if you would do violence against women in a realistic setting on stage, people would reject it because it would be too much or it would be fake. We would kind of block it out. But with objects, we're able to have just this balance of a strong image that leads to a real emotion that we contribute. A bit like she's saying, like we read a novel and we contribute the emotion and we build a story because it passes through us. So maybe with objects we're able to, and I agree with this, because we need the spectator the audience to give life to these objects, to make the image work. We need the work of the audience their brain to turn on and to make this connection, because it's not obvious if you don't make the efforts at an audience. It's not going to make any sense. But because you make that effort, then you're committed and you're involved. Donc, pour moi, ça me fait penser que je me suis déjà dit ça, que dans le théâtre d'objets, on est investi parce que, justement, on doit créer le sens, créer les patterns, comme Miguel disait, nous-mêmes. Ça ne nous est pas complètement donné, évidemment. On s'arrange pour que les gens comprennent. On ne fait pas exprès de ne pas être compris, mais ça reste que quand même, nous-mêmes, on comprend avec notre cerveau, on fait le lien de ce qui ne nous est pas tout dit. Et à cause de ça, peut-être, on est en fait déjà investi, comme dans un livre qu'on lit où on met de soi dans l'histoire. Tu sais. Fait que ça, c'est... Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que le public est actif, quoi. Ouais. C'est ce qui fait qu'il y a une relation très forte. Enfin, je trouve qu'il se passe quelque chose de très fort à chaque fois. Ouais. Et aussi, je pensais, par exemple, pour illustrer mon propos, pendant la création, il y a eu un moment où on a essayé, de deviner quel rêve aurait pu avoir Maria. Parce qu'il y a un moment du spectacle où on en parle et on se disait ouais, on n'a qu'à dire qu'elle a rêvé de, je sais pas, qu'elle sort et que pour la première fois elle va au cinéma. On n'a qu'à dire que... Et en fait, c'était réducteur parce que on ne sait pas, on a beau imaginer sa réalité à cette époque-là, on ne peut pas vraiment la ressentir. Et je pense que c'est le théâtre d'objets qui nous a permis de nous dire mais non, mais en fait, peu importe réellement quel rêve elle avait, ce qui compte, c'est qu'elle avait des rêves et que peut-être elle a essayé de les vivre et qu'elle n'a pas pu. Après, quels rêves c'était, finalement, peu importe. Et bon, voilà, après, il y a le vecteur de l'objet qui amène, qui fait que cette réalité nous apparaît, quoi. Enfin, on se dit, oui, c'est ça qu'il faut raconter. Et ça permet... En fait, nous, on ne s'efface jamais. On est toujours sur l'instant présent. On est des acteurs, actrices qui racontent cette histoire. Ouais. Puis, c'est intéressant. Puis, vous êtes plusieurs à créer en équipe. Je veux dire, la plupart des gens ici créent au moins avec des regards extérieurs. Je pense Julie avec La Pire Espèce dans une écriture à la fois visuelle, dramaturgique. Charlot aussi, Agnès, je ne sais pas. Mais bref, on est plusieurs... à créer en groupe, puis comment se passe cette co-écriture-là? Peut-être justement, Julie, comment se passe ton rôle de scénographe et d'autrice sur ces spectacles-là? Comment tu vis ça avec, par exemple, La Pire Espèce au niveau de la recherche d'objets, de sens, de comment vous construisez? So I'm asking Julie and maybe others as well, that we're always writing as a group, you with Danielle, different people, we write as groups. And so as a set designer, coming as a co-writer in these object theater shows, how she is
what's her place and what's her relationship with the playwrights, the actors that are also creating the show together? Ben, c'est un jeu, en fait. En fait, je trouve que le théâtre d'objets, on utilise des jouets, mais aussi on utilise beaucoup le jeu avec le public. Il y a comme une espèce de consentement au jeu, ou c'est ça aussi qui crée la distance, c'est qu'on a un espace aussi, on monte les ficelles, on est toujours là, derrière la table, ou dans l'espace. Il y a toujours comme un consentement comme rechoisi à chaque fois. Puis c'est ça aussi, je pense, juste pour rebondir sur l'émotion, c'est ça aussi qui nous laisse l'espace. On ne se sent pas manipulé émotivement. On prend le choix de vivre l'émotion. Mais il y a aussi le jeu dans la création. Fait que c'est cette espèce d'émulation-là que vous voyez quand vous voyez un show de théâtre d'objets, cette espèce d'excitation-là de dire « OK, tu comprends le signe que je te lance. » Il y a une espèce de « je fais confiance à ton intelligence, mon intelligence de cet objet-là. » Il y a toujours un ping-pong, mais on le vit dans la création. Toujours. Et on se met dans cette espèce d'état d'esprit. Charlot parlait de « il faut un état d'esprit pour aller découvrir l'objet puis voir comment il nous parle ». C'est une façon dont on s'excite un peu en se disant « OK, il faut que je trouve le potentiel de cet objet ». Mais travailler en équipe, c'est ça aussi, c'est se renvoyer la balle. Fait qu'on parle de ping-pong, mais c'est surtout « OK, ben moi, ça m'excite, ça t'excite-tu? » Il y a toujours ça dans le jeu. Donc, en équipe, que ce soit avec l'acteur ou le metteur en scène ou l'auteur, on a chacun des rôles parce qu'on a des types de cerveau aussi, puis des types d'habiletés ou des types de choses qu'on aime le plus faire. Mais après ça, l'idée, c'est d'avoir une émulation de groupe, puis qu'après, on peut retourner dans nos espaces respectifs pour recréer, pour continuer le travail, pour ensuite revenir en salle de répétition, pour nourrir l'improvisation jusqu'au projet, à la finalité que vous voyez sur scène. Et je trouve que c'est le fun parce que ça se rejoint, ce que le public reçoit, mais aussi les petits spectacles qu'on se fait entre nous, finalement. on est toujours un peu dans ce jeu-là. Merci. And so Julie is coming back to the question of emotion and saying that in object theater, there's some kind of consent. If we choose to believe in this image, we are consenting to be touched by it. So we're not manipulating the audience and forcing them to feel something. They are choosing to get into the image, to believe, and then to be touched. And she says there's kind of a ping pong going on with the audience, that we trust their intelligence to make these patterns, these connections. And so there is this trust building and this ping pong, this dialogue between, like, we're winking at them and they're winking back, and there is this connection there. And she's saying it's kind of the same thing in rehearsal, in creation, actually, with different creators around the table that are trying things. There is this ping pong of, I try something, does it work, does it not work, someone else tries it too, and there is a emulation, so they kind of imitate each other, and the object can go around and be tried many different ways, because actors, writers will have different skills, different brains, but they are still working with in this common space of seeing what connects, what bounces back well, and then they all go back to their own little workshop and bring back something new to keep this ping pong, this flow going. So she says there's a nice mirroring effect between what goes on with the audience during the show and the performers is kind of mirrored in the way that we work and create the shows with La Pire Espèce of dialoguing between our one brain to the other. Nice, merci. On va aller doucement vers la dernière, je pense, la dernière question que moi je vais poser, puis après, ça va être votre tour, donc préparez-vous, si vous voulez. Je voulais savoir un peu, on a parlé beaucoup d'objets puis de ping-pong, justement, donc de relations avec l'objet, qu'est-ce qui connecte pas, comment ça fait que ça connecte avec le public, etc., avec les autres créateurs avec qui on travaille. Puis je sais que moi, ça m'est arrivé de tomber sur des objets puis que ça ouvre une nouvelle porte puis que ça révèle le sens d'un spectacle que je n'avais pas vu avant ou que ça résolve quelque chose. Puis c'est par hasard qu'on trouve
ces objets-là. Donc, il y a quelque chose d'un peu... Il y a un peu de magie quand même, pas autant qu'au Mexique, mais un peu. Un peu. Puis je me demandais donc, est-ce que vous... puis ça peut être professionnellement ou personnellement, est-ce que y en a qui ont amené peut-être des objets avec eux signifiants pour eux, ou est-ce qu'il y a une rencontre avec un objet qui vous a transformé et qui a changé quelque chose pour vous, dont vous auriez envie de nous parler? Puis je vais traduire pendant que vous y pensez. And so this will be I hope, my last question. After that, it will be your turn. So get ready if you have questions for a beautiful artist here. I was wondering about this encounter with objects, this ping pong we talked about between the audience, between creators, how we make meaning out of objects, and sometimes meaning is born and sometimes it doesn't emerge. And so some of these guys brought some objects that are important to them or photos of these objects. So maybe they can share special moments where an object that's meaningful for them or an object that transformed them maybe, because sometimes you meet something by accident and it opens up a whole new layer of your show, or maybe it gives you an idea you would have never had before, and there is some magic in that. Maybe not the big Mexican magic, but just small magic in just these encounters that have something, for me, something mystical of how did it happen that I fell on this object exactly at the time that I needed it. And so maybe just, sharing some stories of objects that were meaningful to you or that changed something for you. Si vous en avez. Ah, oui, OK, super. Je peux y aller. Mais je voulais en amener un, mais vu qu'on a une première ce soir, j'étais trop occupée ce matin à réparer des bouts de carton. Mais j'aurais voulu vous apporter un ballon d'hélium. J'adore les ballons en général, et je trouve que c'est sous-utilisé en théâtre d'objets. En fait, c'est que j'adore les objets qui sont imprévisibles, et c'est très difficile à trouver, et qui amènent une certaine part de hasard dans la représentation. Parce qu'en théâtre d'objets, on contrôle quand même bien les messages, parce que c'est ça qu'on fait. On fait beaucoup de signifiants, signifiés. On travaille beaucoup le sens, et les doubles sens, et les quadruples sens. Mais d'avoir un objet qui nous échappe, donc j'amène toujours, pas toujours, mais souvent, j'ai essayé dans 3 ou 4 productions d'amener ce ballon d'hélium, souvent avec une tige en plastique qui lui donne un certain poids, puis on peut même couper la tige au fur des jours pour qu'il garde une espèce de flottaison négative, puis qu'il est toujours en train de nous regarder ou d'être comme autour de nous et de créer des situations comme inconfortables. Et dans un spectacle, j'ai réussi à mettre beaucoup de ballons, j'en avais peut-être 15 comme ça, mais c'était un spectacle de texte très, très, très texto-centré, mais ça faisait une image, mais je trouvais qu'on n'utilisait pas assez le potentiel de cet objet-là. À la pire espèce, on l'a utilisé une fois aussi, mais très succinctement. En tout cas, j'ai besoin d'un spectacle qui va utiliser ce potentiel. C'est un potentiel incroyable. Je le lance, là, vous pouvez l'utiliser, là, ça ne me dérange pas. Mais ça, c'est vraiment... Puis c'est ça que je cherche. Moi, comme toutes nous autres, on cherche le potentiel. Fait que des fois, on ne le sait pas, c'est juste une intuition. On sait que cet objet-là, il pourrait faire des grandes choses. On sait qu'instinctivement, il y a quelque chose, là, c'est pas encore réglé, mais il y a quelque chose qui va arriver, là, tu sais. C'est ça. C'est mon objet. Wow. So Julie says that she loves helium balloons, and this is the object that she's always trying to put on stage because she likes the fact that it's uncontrollable. And that in the object theater, we always try to have a lot of control, to know what we're saying, the signs that we're putting there, and be very mindful about that. But she likes that this you cannot control, and it will come back in your face, and it will keep kind of floating around and be a little bit annoying or strange. Or she liked this idea that it's not controllable and you just have to deal with it. But now it hasn't been really in the show to its full potential yet. So she's looking for, if you have ideas, you can use that, but you can call her. She thinks there's a lot of potential in this object to be a partner, an active partner in a scene, just because of this motion that will never stop and this kind of weird floating. And so, yeah, she's worked with it a little bit more, like with a traditional set, just to make images, fixed images, but she thinks the balloon has more to give. So.
Oui, genre. Oui, ce que tu viens de raconter, je l'ai expérimenté une fois. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est le petit espace de danger, le potentiel de danger avec lequel on joue. Et effectivement, ça, c'est un vrai partenaire de jeu, le petit risque, quelquefois qui devient catastrophique, mais en tout cas, puisque le spectacle est une question de partage avec le public, lorsqu'on induit ces choses-là, ces éléments qui sont, je pense à la fumée par exemple, qui est évanescente. Je viens de créer un spectacle où je travaille avec ces papiers qu'on utilise pour faire de la calligraphie, pour apprendre la calligraphie. Alors on peint avec de l'eau et ce que nous avons peint disparaît avec la chaleur, avec la qualité de l'air et tout ça. Donc il y a plein de paramètres qui font qu'il y a un rapport avec le public qui comprend très vite que là, il y a un petit enjeu et on partage cet enjeu-là. Ce petit risque partagé est quelque chose qui est très précieux à établir avec le public. Et je pense que finalement, souvent, ce qui nous amène à être fragiles sur scène nous rend d'une certaine façon plus en échange avec le public, parce que le public le ressent. Il y a une forme d'humanité qui apparaît naturellement et qui est peut-être la raison pour laquelle on fait du spectacle, en fait. And so Charlotte agrees with this idea of uncontrollable objects and the way that they can, this element of risk, of danger maybe, the small danger that we can all share in a performance when we see there's smoke or he talked about calligraphy paper that they would paint on and the paint would fade away with wind, with air, with the condition of the room they're playing in. And so there's an element of evanescence, of something that is not controlled. There's this shared vulnerability with the audience because they see that these things are a little bit out of our control. And he says this vulnerability that we're putting together on stage very honestly in front of the audience is what makes for something real, something honest to happen. So something precious there. Merci. S'il y en a d'autres qui ont des histoires, vous pouvez. Puis sinon, on va ouvrir après. Fait que pas de pression, vous me dites. Ça va? Parfait. Alors, super. Le consentement, c'est important. Je pense qu'on pourrait ouvrir vers la salle. On vous voit peu, là, je m'excuse, mais si jamais vous avez des questions pour certains de nos artistes ou sinon n'importe qui peut répondre quand vous vous sentez, mais peut-être lever votre main. Je sais pas, je pense pas qu'on ait de micro, fait que levez votre main et parlez fort. Ah, il y a un micro. Alors, monsieur Théâtre Outremont, je m'excuse, je ne savais pas ton nom, qui a un micro pour vous. Donc, est-ce qu'on a des gens qui auraient des questions? Do we have any questions for the artists here in the room? Just raise your hand and we'll give you a mic so you can ask your question. Okay. Non? OK. Parfait. Ah oui? OK. Marc, attends qu'on t'amène le micro pour être gentil avec la vidéo. Oui, je sais, mais c'est pour la vidéo. C'est très court. C'est un moment dont je vais me souvenir toute ma vie. Je vivais à Paris dans le début des années 80 et j'ai assisté au spectacle Le Petit Chaperon Rouge de Jacques Templereau. Et quand il a sorti le ton avec les grandes dents pointues, aiguës, qui représentait le loup, j'ai vécu un moment d'émerveillement incroyable. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Et pendant plusieurs années où j'enseignais le jeu de la marionnette à des étudiants, je racontais cette histoire. Cette histoire absolument merveilleuse où c'était un moment magique.
Alors voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Puis je vous remercie énormément pour d'être là aujourd'hui. Merci. Alors, tu sais que pour connaître très bien Jaco, puisque c'est grâce à lui aussi que j'ai commencé à m'exprimer sur scène, le loup, comme tu dis, porte bien son nom parce que le poisson qu'il utilise s'appelle un loup. So, Marthe is saying that she's sharing a memory from in Paris, seeing a show from Jacques Templereau about Little Red Riding Hood, and that the wolf, when it came out, was some sort of tuna fish with this big, big teeth. And that this is an image that struck her, like she just marveled at that image, and she kept telling that story to her puppetry students years and years later of just this small image that had a huge impact on her. It was very powerful. And Charlot is saying that actually in French, this type of fish that he shows is called a loup. It's called a wolf, has the same name as the actual wolf. So also there's a connection there etymologically. Nice. Mais s'il y en a d'autres d'entre vous qui ont des histoires d'objets, moi, je suis toujours preneuse des histoires d'objets. On a... Ah, ah parfait. I bring this element, this object that is very important, and because I love the symbolism that it has for ancient cultures particularly, and also it's a kind of daily gift sometimes from the heaven. So in the ancient cultures, one of the meaning of the symbolism of this is around the consciousness, the knowledge, the connection between heaven and earth. And that's why the old people used to have a lot of feathers in the head. More experience, more feathers. And they use these penachos or things, and this old medicine man has a lot of feathers, almost they can fly. And it's something about that, no? The imagination, the connection about the human, the heaven, and the fragility. Merci. Donc, Miguel a amené cette plume qui dit pour lui culturellement très importante, à la fois un symbole très important, puis en même temps un cadeau quotidien, des fois qui tombe du ciel juste comme ça, par hasard. Et il dit que par rapport au symbolisme, la plume représente la connexion, en fait, entre le ciel et la terre, donc les idées, l'esprit, ce qui peut nous arriver d'en haut et qui nous lie à la terre. Puis il dit, dans certaines cultures, justement, on met des plumes dans ses cheveux, sur sa tête pour se connecter à ça, puis pour représenter l'expérience de vie, ce qu'on a acquis, ce qui nous a été donné, tout ça. Et donc, justement, on voit les coiffes autochtones de certains peuples qui ont énormément de plumes. C'est parce que c'est des gens qui ont de l'expérience de vie, qui ont reçu beaucoup, qui ont cette sagesse-là. Et il dit qu'ils en ont tellement que peut-être eux pourraient même voler. Donc il y a de ça dans ce lien avec la plume comme une connexion à quelque chose de plus haut. Merci. Ouais, c'est cool. Si jamais il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas à lever votre main. Nous sommes là. Mais oui, sinon... Ah, parfait. Ah oui? Attends, je vais juste laisser notre ami t'amener là. Je vais faire la poffine, je vais te lancer la question. Toi, est-ce que tu as un objet fétiche, une histoire à nous raconter avec un objet précieux? C'est ça, hein? Non, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas de she's asking me, she's flipping the tables and asking me if I have a special objects because I want to know about everyone else, of course. Donc, ouais, OK, je vais prendre. Un objet fétiche, j'en aurais plein, mais mettons un objet important, transformateur dans mon parcours, mettons récent. Ça a été cette journée où je suis allée au Mère Dessert, magasin d'artisanat, de fourniture d'art à Montréal, il y a 3 ans peut-être.
à un moment où on était très bloqués sur notre dernière création. Esthétiquement, on cherchait dans plein de directions. Il n'y a rien qui fonctionnait. On essayait des marionnettes, du théâtre noir, des mini-skateboards. Ça ne marchait pas. Il n'y avait rien qui marchait, mais on savait pas, on n'avait pas d'idée. Puis je suis tombée en cherchant pour quelque chose d'autre sur un rack de liquidation. Puis il y avait des cadres à photo en plexiglas fluo, vraiment pas très beau, là, je veux dire un peu kitsch. Mais il était pas cher. Donc, j'ai dit, bon, je vais les prendre, c'est pas cher, c'est pas grave, si c'est pas bon. Fait que je les ai comme juste pris parce que les couleurs étaient fluo, ça avait pas de bon sens. Puis je les ai amenés en répétition. Puis dès qu'on a commencé à jouer avec, on a trouvé tellement d'affaires. On a passé une semaine juste à les défaire. Il y avait des aimants, il y avait des couches, c'était en plastique, on pouvait projeter. On faisait des ombres, on faisait de la couleur. Les ombres n'avaient pas la même couleur que l'objet. Il y avait comme plein de magie qui n'existait pas, en fait, quand je l'ai vu au magasin. Puis le spectacle, c'est entièrement ces objets-là. T'sais, en fait, c'est ça. Fait que à cause de ces objets-là, il y a un spectacle. Sinon, je pense qu'il n'y aurait rien eu, puis on aurait comme annulé. Honnêtement, je vois aucune autre issue que d'avoir trouvé ces objets-là, puis c'était vraiment un hasard de la vie. Puis maintenant, ben, je peux plus les retrouver parce que la liquidation est finie, donc il faut vraiment pas qu'ils brisent parce que ça n'existe pas. And so, short story, but yeah, talking about these encounters with objects, the last creation that I did, we were stuck. We tried puppets, we tried the blacklight theater, we tried the tiny skateboards on our fingers. Everything was very bad. Didn't work. We did not find, we had the story, like Elisa, but we didn't have the right means to tell it visually and make it interesting. And then I went to a craft store and there was a final sale rack of stuff that they were going to throw away. It was very cheap. And I saw these plexiglass, these acrylic photo frames in neon colors, kind of kitsch, ugly. I would not have them in my house, to be honest. Not on my shelf like Agnes, beautiful things. But they were kind of neon and strange. And they were cheap because they were on sale. So I said I'll take them. I took them and I brought them to rehearsal hall and it opened everything. And we just started exploring them and we found the whole show in these 4 objects that we can open. They have magnets. We can project colors through them, and the color is not the same as the color of the object. So there's magic inside the plastic that I don't know about. Oh, plastic magic! There you go. So there's some magic in our plastic. We found a little bit of magic, and the whole show was born of these 3 things that we found really by mistake. There is no or by magic. I don't know. And without that, honestly, we would not have had a show. Like, I cannot see another way successfully to tell our story. And this was just because we turned the right corner at the right time. And like Agnes said, I was maybe open to encounter something and not know why it's calling me, but it's calling me. I'll take it home and we'll see. So, yeah. Ouais, j'imagine que ça, c'est une bonne... je feel que c'est une bonne conclusion. Pas parce que je l'ai dit, juste parce que j'écoute beaucoup de podcasts, puis ça, c'est comme... Ça feel comme une conclusion. Mais... oui, fait que j'aimerais vous remercier beaucoup tous nos artistes. Si jamais vous avez un mot de la fin à nous partager, une dernière petite réflexion, on peut faire un dernier petit tour, une phrase ou un objet ou un mot avec lequel vous voulez nous laisser aujourd'hui. Le micro est ouvert pour ça, puis après on va se dire au revoir. So we're gonna slowly come to a close, and if there are any final words or remarks from our artists that they would like to share, or an invitation, an object they would like you all to buy, I don't know. Anything? Ça va? Non, vas-y, allez, vas-y. Oui, juste vous remercier, toutes, merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi, c'était... Ouais, on va dire que c'était un honneur d'être là, parce que ouais, c'est intimidant d'être ici avec vous. Et je trouve ça vraiment plaisant de se dire qu'on parle autant, que ça amène autant de discussions, quoi, de se dire, tiens, on échange sur ce qu'on appelle le théâtre d'objets, et on se raconte nos petites anecdotes. Enfin, je sais pas, je me dis ça pourrait continuer encore, et que, je sais pas, que tant qu'il y a des objets, il y aura du théâtre d'objets, quoi. Voilà, c'est chouette, quoi. Ouais, merci. So Lisa is saying that she was honored to be here and thinks we could go on telling stories, and we all have different connections with objects. So as long as there are objects, there will be object theater.
Alors moi, je voulais juste dire qu'en fait, on parle d'objet, mais derrière les objets, il y a toujours quelqu'un. Voilà, et donc, il y a une personne qui a l'imaginaire et qui, voilà, c'est important. Je vais dire quelque chose d'autre, mais je ne sais plus. Prends ton temps. Oui, et qu'avant tout, cette personne qui est là, elle est principalement un conteur. Non, on raconte des histoires et on prend différents statuts pour les raconter. Et ça peut prendre n'importe quelle forme, en fait. Moi, j'aime bien dire que je n'ai pas l'impression de jouer avec des objets. Je n'aime pas ce terme-là, pas du tout. J'ai l'impression d'être inspirée par eux. Ils me donnent l'inspiration pour écrire et pour développer des sujets, quoi. Mais finalement, ça vient aussi, évidemment, de ton imaginaire. Si c'était quelqu'un d'autre, ben... Oui, bien c'est sûr, la rencontre. mais je n'aime pas dire que je joue avec des objets, quoi, parce que c'est pas ça. And so she's saying that she doesn't like to say she plays with objects. It's more objects that inspire her, and reminding us that behind the objects on stage, there are always people, humans that are telling us the story, that are storytellers that play different roles, different statuses during the presentation. But there are always people, and that's their imagination that makes us travel in these stories. Merci. Oui, ça c'est une très belle conclusion, encore mieux. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, thanks.